Je m'appelle Angèle Dubois, j'ai 34 ans, et je suis la fondatrice d'une start-up technologique que j'ai bâtie de zéro à Paris, en partant d'une idée pour l'éducation. Mon grand-père, mon roc, est décédé il y a 6 mois, laissant un vide que rien ne pouvait combler. Il était mon plus grand soutien, celui qui croyait en moi quand ma famille ne le faisait pas. Le week-end dernier, ma sœur m'a invité à un dîner de famille chez elle à Bordeaux, affirmant qu'elle voulait renouer après des années de distance. Je suis arrivée pleine d'espoir, serrant contre moi un dossier de preuves que j'avais passé des mois à rassembler, mais la soirée a vite tourné au vinaigre à table. Ma sœur s'est levée, a saisi un verre d'eau et me l'a versé sur la tête, avec un sourire narquois. « Tu as 5 minutes pour quitter ma maison. » Mes parents ont applaudi, les yeux brillants d'approbation. Tandis que ma tante restait silencieuse, j'ai essuyé mon visage, souri froidement et sorti une épaisse liasse de documents de mon sac. « Eh bien, dis-je d'une voix calme. Il ne vous reste plus que 5 minutes pour prier. » Ce qui s'est passé ensuite a brisé notre famille à jamais, révélant une trahison que je n'avais jamais vue venir. J'avais découvert des secrets qu'ils croyaient enfouis. Et ce dîner était ma chance de renverser la situation. Si vous avez déjà été trahi par votre famille, racontez votre histoire dans les commentaires. Je suis curieuse de savoir d'où vous venez et jusqu'où cette histoire se propage. En grandissant à Bordeaux, mon grand-père a été mon roc après le divorce de mes parents quand j'avais 8 ans. Papy Marcel possédait un petit café dans le centre-ville, un endroit où les habitants se retrouvaient pour des cafés corsés et des conversations encore plus animées. Il a assumé le rôle de figure paternelle dont j'avais tant besoin, m'enseignant les affaires pendant que je l'aidais derrière le comptoir. Les week-ends, je rangeais les étagères où j'expérimentais avec son vieil ordinateur dans l'arrière-boutique. C'est là que je suis tombée amoureuse du codage, rêvant de façons de rendre le café plus efficace, comme un système de commande en ligne pour les habitués. Ma sœur a toujours pris un chemin différent. Elle était la meilleure élève, réussissant tous ses examens et remportant des prix de design à l'école. Mais elle portait un ressentiment silencieux. Papy Marcel louait mes idées technologiques lors des visites familiales, disant « Angèle voit l'avenir, c'est un don ». Mais Brigitte fronçait les sourcils, murmurant à maman, il ignore toujours l'aîné, il est clairement partial. Elle forçait un sourire, mais ses yeux trahissaient sa jalousie. Une fois, après qu'il m'ait passé un après-midi à me montrer comment réparer la machine à expresso avec un minuteur numérique que j'avais bricolé, elle m'a reproché plus tard de lui voler son attention. Ses réalisations en cours d'art n'obtenaient jamais la même ferveur de sa part. Mes parents penchaient vers elle. Madame Dubois disait des choses comme « Brigitte est pragmatique. Elle fera quelque chose de concret. » Monsieur Dubois acquiesçait, rejetant mes bidouillages informatiques comme une phase. Il célébrait ses bulletins avec de grands dîners tandis que mes notes moyennes obtenaient un haussement d'épaule. Tante Isabelle remarquait la tension mais restait neutre, changeant souvent de sujet pendant les fêtes pour éviter les disputes. Elle vivait à proximité et passait parfois au café, mais ne prenait jamais parti, disant simplement que les familles ont leur propre dynamique. En grandissant, le fossé s'est creusé. Je passais mes étés au café, apprenant de Papy Marcel le sens du service communautaire, comme donner des cafés aux événements locaux. Il voyait du potentiel dans mon hobby de codage, m'encourageant à le poursuivre. Brigitte se concentrait sur ses croquis de design d'intérieur, décrochant des stages tôt, mais elle se plaignait en privé de la façon dont Papy Marcel préférait mes bizarreries technologiques. Un soir, après que j'ai partagé une idée d'application pour suivre l'inventaire du café, il m'a serré dans ses bras et m'a dit « Tu vas changer les choses, ma petite. » Quand j'ai eu 24 ans, j'ai décidé de quitter Bordeaux pour Paris. Ma famille s'y est opposée. Madame Dubois a pleuré en parlant d'abandonner mes racines. Monsieur Dubois a qualifié cela d'irresponsable. Une partie de moi se demandait si leur opposition était une véritable inquiétude ou juste un moyen de me garder dans ma zone de confort. Brigitte m'a fait la leçon sur la perte de temps à courir après des rêves. Tante Isabelle est restée silencieuse, me faisant un signe de la main neutre pour me dire au revoir. Seul Papy Marcel m'a soutenu la nuit précédant mon départ. Il m'a glissé une enveloppe contenant 5 000 € de ses économies du café. Construis quelque chose de significatif, m'a-t-il murmuré en me serrant fort. Cet argent m'a permis de démarrer, et en quittant Bordeaux, je me suis promise de le rendre fier.
Avec le soutien de Papy Marcel derrière moi, je me suis lancé à corps perdu dans la construction de ma start-up d'éducation à Paris. Les 5 000 € qu'il m'avait donnés ont couvert mon premier loyer et les mises à niveau de mon ordinateur portable, me permettant de créer des cours en ligne pour les petites entreprises. En quelques années, l'entreprise est passée à 20 employés et valait plusieurs millions. Je me suis concentré sur des outils qui aidaient les petits commerces comme le sien à s'adapter aux méthodes d'enseignement numérique. Pendant tout ce temps, je l'appelais tous les dimanches, partageant des nouvelles sur les nouvelles fonctionnalités ou les victoires de clients. Il riait et disait « C'est ma fille », transformant les pauses café en salle de classe. Il y a environ 1 an, sa voix a commencé à changer pendant ses appels. Il répétait des histoires ou oubliait des détails de notre dernière conversation. J'ai proposé de revenir à Bordeaux, mais il a balayé l'idée, disant qu'il ralentissait simplement. J'aurais dû insister davantage. J'ai envoyé des cadeaux comme une tablette personnalisée pour gérer les commandes du magasin à distance, mais Brigitte a commencé à apparaître plus souvent au café. D'après le peu qu'il mentionnait, elle a restreint mes visites, affirmant qu'il avait besoin de repos après le stress du voyage. Quand j'ai essayé d'appeler le café directement, les employés ont dit qu'elle gérait maintenant tous ses horaires alors que sa santé déclinait. Les appels sont devenus plus courts. Il prenait de fortes doses d'analgésiques pour l'arthrite, le genre qui trouble la pensée. Brigitte a pris en charge ses rendez-vous médicaux et l'accès à ses comptes bancaires, disant que c'était plus facile puisqu'elle vivait à proximité. Tante Isabelle était au courant des changements, mais est restée silencieuse, me disant lors d'un rare appel qu'il était préférable de ne pas créer de problème. Il y a 6 mois, la nouvelle dévastatrice est tombée, Papy Marcel était décédé dans son sommeil. Je me suis envolée pour Bordeaux immédiatement, engourdie par le regret. Les funérailles étaient remplies d'habitants qui avaient aimé son café. Brigitte a tout organisé, parlant de son dévouement à la communauté avec une émotion parfaite. Nos parents rayonnaient de fierté envers elle. Personne ne m'a demandé de dire un mot au bureau de l'avocat pour la lecture du testament. Le choc a été brutal, Papy Marcel avait légué entièrement le café à Brigitte. Cela n'avait aucun sens. Il avait toujours dit que c'était mon héritage, avec les idées que j'avais partagées pour des extensions en ligne. Le document avait été modifié quelques semaines seulement avant sa mort, pendant sa période de médication la plus lourde. Le visage de Brigitte s'est tendu quand j'ai questionné cela, disant qu'il avait réalisé qu'elle était celle présente au quotidien. Madame et Monsieur Dubois ont acquiescé. L'avocat a confirmé que c'était légal, mais quelque chose clochait. J'ai quitté Bordeaux confuse, mon chagrin se transformant en suspicion une fois de retour à Paris. Je ne pouvais pas laisser tomber. J'ai engagé un détective privé spécialisé dans les affaires de personnes âgées. Au cours des mois suivants, les pièces du puzzle ont commencé à apparaître. Le détective a eu accès aux dossiers médicaux montrant que la confusion de Papy Marcel avait culminé le jour de la signature du testament, juste après que Brigitte ait oublié de lui donner ses médicaments pour la clarté mentale. Des emails entre elle et son mari, Marc, ont révélé des plans pour vendre le café à une entreprise de développement immobilier afin de construire des appartements et couvrir leurs dettes. Tante Isabelle avait été témoin de certaines restrictions, mais l'avait caché, admettant au détective qu'elle pensait que cela maintenait la paix. J'ai tout rassemblé, dossiers, emails, déclarations d'employés, me préparant à la confrontation. La vérité était claire, ils avaient profité de sa vulnérabilité. Le travail du détective privé ne s'est pas arrêté là. Au cours des semaines suivantes, il a creusé plus profondément dans les derniers mois de Papy Marcel, se concentrant sur toute communication inhabituelle. Une percée est venue d'un enregistreur vocal que j'avais donné à Papy Marcel il y a des années pour noter des idées pour le café. Le détective a récupéré plusieurs entrées où Papy Marcel semblait lucide mais inquiet. Dans l'une d'elles, datant de 3 mois avant sa mort, il notait les visites fréquentes de Brigitte et ses pressions pour mettre à jour son testament. Elle n'arrête pas de dire qu'Angèle est trop occupée en Californie pour se soucier du café, disait-il, sa voix stable. Mais ce n'est pas vrai. Les idées d'Angèle moderniseraient cet endroit sans lui faire perdre son âme. Une autre entrée capturait sa confusion face à l'attitude de Brigitte. Brigitte semble contrariée chaque fois que je mentionne le succès d'Angèle. Aujourd'hui, elle a claqué qu'Angèle ne méritait pas le café puisqu'elle a quitté Bordeaux. Je ne comprends pas mes filles.
Angèle est en train de construire quelque chose de grand. Ces enregistrements ont confirmé que la jalousie de Brigitte n'était pas nouvelle. Le détective a également découvert des emails entre Brigitte et Marc concernant la propriété du café. L'un d'eux, datant de 4 mois, disait « Une fois que nous aurons le contrôle, nous pourrons vendre à ta société et rembourser le prêt de la maison. » Marc répondait « Parfait, les appartements là-bas se vendront vite. Assure-toi juste que le vieil homme signe bientôt. » Leurs motivations sont devenues d'une clarté limpide. Le détective a extrait les relevés financiers montrant leurs lourdes dettes, paiement de prêts hypothécaires en retard, frais de scolarité privée impayés, projets de construction de Marc bloqués par de mauvais investissements. Ils avaient besoin d'argent rapidement, et l'emplacement privilégié du café à Bordeaux était leur porte de sortie. Le rôle de tante Isabelle est apparu pendant l'enquête. Le détective l'a interviewée discrètement et elle a admis être au courant des restrictions de Brigitte concernant les visiteurs. « Je l'ai vu refuser les appels d'Angèle parfois », a-t-elle confessé. Brigitte disait que c'était pour le laisser se reposer, mais je me doutais de plus. Je n'ai rien dit parce que je pensais que cela maintenait la famille unie. Sa neutralité avait basculé dans la complicité, protégeant Brigitte aux dépens de Papy Marcel. Le détective a noté qu'elle évitait les questions plus profondes, mais sa déclaration ajoutait du poids au schéma d'isolement. Alors que les preuves s'accumulaient, je ressentais un mélange de colère et de détermination. Le détective a confirmé que Brigitte avait été présente à chaque visite chez le médecin au cours de ces dernières semaines, suggérant même des analgésiques plus forts qui ont brouillé l'esprit de Papy Marcel. Des déclarations d'employés du café décrivaient sa prise de contrôle abrupte des finances juste au moment du changement de testament. J'ai tout compilé: enregistrements, emails, relevés de dettes, l'aveu de tante Isabelle dans un dossier sécurisé. La vérité en main, je savais que les confronter au dîner de Brigitte serait mon moment. J'ai réservé un vol pour Bordeaux, prête à exposer ce qu'ils avaient fait. J'ai atterri à Bordeaux, l'estomac noué d'anticipation, serrant le dossier de preuves que j'avais préparé. La maison de Brigitte dans un quartier chic criait le succès, un design moderne et épuré avec une pelouse impeccable et un SUV rutilant garé devant. J'ai sonné à la porte, le poids de mes découvertes appuyant contre ma poitrine. Ma sœur a ouvert, vêtue d'une tenue ajustée, son sourire forcé mais poli. Elle m'a mené à une salle à manger où une table en chêne poli était dressée pour 5. Madame et Monsieur Dubois étaient assis raidement, leur visage un mélange de malaise et d'attente. Tante Isabelle a fait un petit signe de tête, son expression illisible. Tandis que nous nous asseyions, l'air était lourd, comme un orage sur le point d'éclater. Le repas a commencé par de petites conversations: la météo, ma vie à Paris évitant soigneusement tout sujet réel. Puis Brigitte s'est éclaircie la gorge, ses yeux vifs et déterminés. Nous avons pris une décision, a-t-elle annoncé, jetant un coup d'œil à Marc pour obtenir son soutien. Le terrain du café est trop précieux pour rester inoccupé. Nous le vendons à l'entreprise de Marc pour un développement d'appartements. C'est la bonne décision. Une partie de moi se demandait si c'était vraiment la bonne décision pour la famille ou juste un moyen pour elle d'affirmer son contrôle. Ma fourchette s'est immobilisée en l'air. Le café de Papy Marcel, le cœur de la communauté bordelaise, réduit à un profit rapide. J'ai posé ma fourchette, gardant ma voix égale. Ce café prospère depuis des décennies. Papy voulait qu'il soit préservé, pas démoli. Le sourire de Brigitte s'est tendu. Tu n'es pas là, Angèle. Tu n'as pas à décider ce qui est le mieux. Marc a renchéri, son ton suffisant, le marché est porteur, les appartements rapporteront des millions. J'ai répliqué, ma voix montant légèrement. Des millions pour qui? Pour couvrir vos dettes? Madame Dubois a coupé, sa voix sèche. Ne sois pas égoïste. Brigitte pense à la famille. Monsieur Dubois a acquiescé, ajoutant, c'est un progrès pratique. Je me demandais s'il se souciait vraiment de l'héritage de Papy ou s'il ne voyait que le gain financier. Tante Isabelle est restée silencieuse, ses yeux fixés sur son assiette. La pièce crépitait de tension alors que je continuais. L'héritage de Papy n'est pas votre distributeur automatique. Il m'a fait confiance avec ce café. Brigitte s'est levée brusquement, le visage rouge. Toi, la confiance? Tu l'as quitté pour la Californie?
Elle a attrapé un verre d'eau et me l'a vidé sur la tête, le liquide froid coulant sur mon visage. Tu as 5 minutes pour quitter ma maison, a-t-elle claqué, sa voix venimeuse. Madame Dubois a applaudi, les yeux brillants d'approbation. Monsieur Dubois s'est joint à elle, un applaudissement lent qui faisait écho à son soutien. Tante Isabelle n'a pas bougé, son silence assourdissant. J'ai essuyé mon visage, le pouls battant, mais ma détermination était ferme. Ils pensaient m'avoir humilié, que je m'enfuirais. Ils avaient tort. J'ai essuyé mon visage, l'eau dégoulinant de mes cheveux, mais j'ai gardé mon calme. La pièce était plongée dans un silence stupéfait tandis que je tendais la main vers mon sac et en sortais l'épais dossier. Voyons à quoi ressemble la vérité, dis-je calmement, en le claquant sur la table. Le sourire triomphant de Brigitte a pâli quand elle a vu l'étiquette. Je l'ai ouvert. Commençons par les dossiers médicaux. Ceci montre que la confusion de Papy Marcel a culminé le jour où il a signé le Nouveau Testament, sous de lourds analgésiques, et que les doses pour la clarté ont été oubliées juste après que vous, Brigitte, ayez pris en charge ces rendez-vous. Les yeux de Brigitte s'écarquillèrent. Ce n'est pas. Je l'ai interrompu, sortant la page suivante. Et voici l'enregistreur vocal que je lui ai donné. Écoutez cette entrée datant de 3 mois avant sa mort. Je l'ai joué, la voix de Papy Marcel remplissant la pièce. Brigitte insiste beaucoup sur le café aujourd'hui. Elle dit qu'Angèle ne le mérite pas puisqu'elle est partie. Mais les idées d'Angèle maintiendraient cet endroit en vie. L'enregistrement s'est terminé et je l'ai vu pâlir. Il savait que vous étiez jalouse. Même à ce moment-là. Marc s'est agité inconfortablement, sa confiance se fissurant. Je me suis tourné ensuite vers les emails. Ces messages entre vous et Marc planifient la vente avant même que Papy Marcel ne soit parti. Une fois que nous aurons le contrôle, transformons-le en appartement pour couvrir les prêts, avez-vous écrit. Vos dettes sont toutes là, prêts hypothécaires en retard, frais de scolarité, projets bloqués. Madame Dubois a halté, ses mains qui applaudissaient étaient maintenant serrées. Monsieur Dubois a évité mon regard. Tante Isabelle a finalement parlé, sa voix basse. J'étais au courant des restrictions de visite. Brigitte m'a demandé de la soutenir. Elle disait que c'était pour son repos. J'ai accepté pour maintenir la paix, mais j'ai vu les changements. Brigitte s'est enfoncée dans sa chaise, sa colère se transformant en désespoir. S'il te plaît, Angèle, nous pouvons partager à 50-50e. Garde la moitié des bénéfices, ou même le café si tu veux. Nous étions noyés sous les factures, la maison, les écoles des enfants. Sa voix s'est brisée alors qu'elle suppliait, les yeux implorants. Marc a posé une main sur son épaule, mais s'est rapidement rétracté. Je n'étais pas impliqué dans l'affaire du testament, a-t-il dit, son ton défensif. Ma part n'était que le développement après. S'il y a des problèmes, c'est de sa faute. Il a jeté un coup d'œil à son téléphone, pensant déjà à son avocat. Le changement a été instantané. Leur front uni s'est effondré en une autopréservation. Madame Dubois a essayé d'intervenir. Nous ne connaissions pas les détails, mais j'ai secoué la tête. Vous l'avez tous permis. Monsieur Dubois est resté silencieux, son approbation antérieure envolée. Tante Isabelle avait l'air pleine de regrets mais ne les a pas défendus davantage. Alors que les preuves s'ancraient, les supplications de Brigitte sont devenues frénétiques. Une partie de moi se demandait, était-il vraiment si coupable? Ou étais-je en train d'exagérer les défauts pour cimenter ma victoire? Nous allons déchirer les plans. Ne rends pas ça public. J'ai fermé le dossier d'un coup sec. C'est trop tard. Le procureur a des copies. Attendez leur appel demain. Le procureur a agi rapidement après que j'ai soumis les preuves. En quelques semaines, ils ont interrogé toutes les personnes impliquées et ont déposé des accusations contre Brigitte pour influence indue et abus de faiblesse sur une personne âgée vulnérable. Le tribunal des tutelles a agi rapidement, invalidant le testament modifié sur la base des dossiers médicaux et des enregistrements. Les volontés originales de Papy Marcel ont été respectées, le café était à moi. Prendre les clés a été doux amer. En déverrouillant la porte à Bordeaux, l'odeur familière du café frais m'a frappé comme une vague de souvenirs. Les conséquences pour Brigitte sont arrivées rapidement.
Elle a accepté une négociation de peine pour éviter un procès, recevant une probation et des travaux d'intérêt général. Son cabinet de design d'intérieur l'a immédiatement renvoyée, citant des préoccupations éthiques dans leur déclaration. Les clients se sont retirés, la laissant sans travail. Marc a demandé le divorce quelques jours après les accusations, affirmant qu'il ne savait rien des changements du testament. Son entreprise de construction a fait face à un examen minutieux, les investisseurs se retirant à cause du scandale. La faillite a suivi en quelques mois, ses projets s'arrêtant net. Madame et Monsieur Dubois se sont retirés de la vie publique. La communauté bordelaise, si soudée, est devenue froide une fois les détails divulgués. Les voisins qui fréquentaient le café chuchotaient sur leur rôle dans la complicité. Ils ont perdu les invitations aux rassemblements et aux événements paroissiaux, vivant isolés dans leur maison de banlieue. Tante Isabelle a appelé une fois, admettant que son silence avait été une erreur. Mais je n'ai pas répondu. Sa complicité était trop douloureuse. Je les ai tous bloqués. Plus d'appels, plus de mais, plus de liens avec cette toxicité. Cela a fait mal au début, mais la liberté l'emportait sur la douleur. Avec le café en sécurité, j'ai partagé mon temps entre Paris et Bordeaux. Tout d'abord, j'ai rassuré les employés, leur emploi était sûr. Beaucoup avaient travaillé sous Papy Marcel pendant des années, partageant des histoires de sa gentillesse. Nous avons élargi nos services avec mes idées en ligne, commandes pour retrait, cours communautaires sur les techniques de brassage. Les habitants se sont ralliés avec une campagne « Sauvons le café », donnant de leur temps pour les rénovations. J'ai ajouté un espace atelier pour des sessions gratuites, enseignant aux enfants les affaires comme Papy Marcel me l'avait enseigné. L'endroit a prospéré, mêlant tradition et touche moderne. Les habitués sont devenus comme une famille, s'arrêtant pour discuter autour d'un café. Un soir, un client de longue date a dit « Votre grand-père serait fier ». J'ai acquiescé, sentant sa présence dans chaque tasse versée. Couper les ponts avec mes liens de sang a ouvert les portes à cette famille choisie, bâtie sur le respect et des valeurs partagées. La leçon a été dure, la vraie famille n'est pas définie par le sang. Ce sont ceux qui vous honorent sans arrière-pensée. Défendre la justice, même contre les siens, demande de la force mais apporte de la clarté. La trahison peut blesser, mais se choisir soi-même guérit. En fin de compte, j'ai trouvé la paix non pas dans la vengeance, mais dans la préservation de ce qui comptait.